Le point de départ, il est évident, c'est que, bien entendu, la numérisation de l'entreprise est inéluctable, qu'elle a traîné les pieds pendant bien longtemps, et effectivement, on est en retard sur nos vies privées à tous, et encore plus sur celles de nos gamins, et qu'il y a la tentation aujourd'hui d'aller extrêmement vite pour rattraper ce retard. On est effectivement en retard sur nos pratiques privées, il y a donc la tentation dans un certain nombre d'entreprises de copier le numérique privé pour l'appliquer dans la vie professionnelle, et souvent ça ne marche pas très bien, parce qu'on a affaire à des écosystèmes différents. Et lorsque l'on veut appliquer trop littéralement des techniques et des recettes de la numérisation de vie privée ou de vie de loisirs, on s'aperçoit par exemple que dans certaines entreprises, des réseaux sociaux sont sous-utilisés par les très jeunes, par les moins de 30 ans, les moins de 35 ans. Pourquoi ? Alors que dans leur vie privée, ils sont tendus à ça du matin au soir. Donc, tout le problème qu'on peut se poser, c'est bien sûr il faut aller vite en ce moment, parce qu'on a perdu un peu de temps. Bien sûr il faut aller vite, mais en réfléchissant un petit peu avant, en ayant une vraie stratégie et non pas simplement des impulsions, en ayant une pensée d'entreprise et pas simplement des initiatives éparses qui sont menées par des chevaux légers ça et là. Je voudrais vous proposer 4 réflexions, et je dirais par ordre d'importance, en tout cas à mes yeux, 4 enjeux. Au fond, le premier enjeu, mais vous l'avez abordé, donc je vais encore une fois aller vite, c'est l'enjeu technologique. Aujourd'hui, on n'en est qu'à des balbutiements du numérique, et il va y avoir une série de transformations très très profondes qui ne vont pas simplement modifier les outils, mais qui vont modifier la relation qu'on a aux outils, donc les méthodes de travail, et pas simplement les gestes de travail, mais la psychologie qui va avec, les réflexes qui vont avec, la vitesse avec laquelle on produit, on travaille, on réfléchit, etc., etc. Et je dirais que c'est la première réflexion que je fais. On doit penser à plusieurs termes, et on doit avoir simultanément plusieurs réflexions. On doit avoir une réflexion tout à fait immédiate, comment utiliser le numérique d'aujourd'hui. Le numérique d'aujourd'hui, c'est ça, c'est le smartphone, c'est les réseaux sociaux, etc., etc. Il faut qu'on ait une réflexion à, je dirais, 1 an ou 1 an et demi, qui concerne les technologies qui vont nous arriver sur le poil et qui sont aujourd'hui en cours d'expérimentation. Et puis il faut penser à 2 ans, 3 ans, 4 ans. Au-delà, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc il faut penser à ce qu'on pourrait appeler du moyen terme, même si c'est demain matin, et qui sont des technologies qui aujourd'hui sont encore dans les laboratoires, qui sont encore balbutiantes, dont on ne sait pas vraiment ce qu'elles vont donner, et il faut au moins se préparer à l'hypothèse que tout ça nous tombe sur les pieds. Il y a un certain nombre, j'ai en tête moi en tout cas, 4 grandes poussées technologiques auxquelles il va falloir se préparer, et qui ne m'intéressent pas parce qu'elles sont technologiques, mais parce qu'elles vont profondément modifier nos psychologies et nos gestes, nos comportements, nos habitudes. Il y a toute la révolution, on la connaît tous, du tracking et du profiling. C'est-à-dire qu'on est observé en permanence, on laisse des traces en permanence, que ces traces aujourd'hui sont éparses un peu partout, mais qu'elles vont progressivement se rassembler. Et que donc, il va y avoir la véritable révolution, à la fois dans la vie d'un consommateur, dans la vie d'un citoyen et dans la vie d'un travailleur, il va y avoir la révolution d'être observé, d'être géolocalisé, d'être écouté, d'être regardé, d'être reconnu par son visage, d'être lu sur les lèvres quand on parle, d'être lu et écouté sur les réseaux sociaux, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. On va en savoir plus sur chacun de nous, qui va en savoir plus, comment on va s'en servir, etc., etc. La deuxième révolution, ça sera celle des objets intelligents, des objets connectés, de l'interface homme-machine qui va se transformer très très profondément et qui va permettre des choses très utiles et sympas. Il y a une troisième révolution qui est celle de la réalité augmentée. La réalité augmentée, si on la caricature aujourd'hui, c'est les fameuses lunettes Google et peut-être les nouvelles lunettes que vous nous avez annoncées. Et effectivement, il y a ça, puis il y a le fait qu'on va passer de la visioconférence pourrie sur Skype à de la visioconférence en haute définition avec des personnages en taille réelle, en 3 dimensions autour desquels on pourra peut-être tourner, etc., etc. Et on va passer de cette attitude ridicule qui consiste à se balader dans la rue avec son écran de smartphone pour avoir de la réalité augmentée à quelque chose qu'on va voir dans un masque, dans des lunettes, et on nous promet bientôt des trucs qu'on se met dans l'œil, des lentilles qui seront connectées. Et puis, il y a bien sûr ce que vous avez évoqué, c'est la microproduction avec ce qui s'appelle aujourd'hui l'imprimante 3D qui va permettre de révolutionner complètement l'industrie dans une certaine mesure et notamment l'industrie des très petites séries, des prototypes et des recherches expérimentales. Mais il faut être en éveil sans être naïf. Et ça, c'est une attitude qui n'est pas si simple parce qu'on est tantôt porté par l'enthousiasme, tantôt porté par le scepticisme.
Et aucune de ces technologies n'est un miracle, aucune de ces technologies n'est le bien en soi, mais aucune de ces technologies n'est le mal en soi. Et il faut donc s'interroger en permanence. Alors on peut s'interroger de façon très pragmatique sur leur faisabilité sortie du laboratoire. Est-ce que vraiment, si je l'imagine dans mon entreprise, ça peut marcher? Sur leur opérationnalité et leur productivité, en fait, ça sert à quoi? Ça va améliorer quoi? Productivité, qualité, vitesse, économie et compagnie. Sur leur adaptabilité à des métiers, on risque de tuer des métiers en les numérisant trop. On risque de tuer des métiers en éliminant le facteur humain, le facteur intuitif, le facteur d'erreur, de créativité, etc. Et puis surtout, il faut s'interroger sur leur acceptabilité par les gens qui vont devoir s'en servir. Et le deuxième enjeu, c'est un enjeu organisationnel ou structurel. Le grand bazar qu'est l'entreprise, cette espèce de machin qu'on construit comme un Lego, avec des cases, avec des gens, avec des hiérarchies, etc., risque d'être terriblement bousculé par l'arrivée du numérique. Or, je suis frappé par à ma petite échelle, je vois relativement peu d'entreprises qui regardent loin en se disant, par exemple, si j'adopte les réseaux sociaux, j'adopte la télécollaboration facilement à distance. Si j'adopte la télécollaboration facilement à distance, en réalité, je fabrique des télétravailleurs, même s'ils sont assis l'un à côté de l'autre. Si je fabrique des télétravailleurs, que devient la tour de bureau? Que devient l'usine? Que devient le monstre dans lequel viennent tous les matins 5, 10, 15 000 personnes? Que devient le sentiment de l'équipe? Que devient la motivation au travail? Que devient l'attachement à une entreprise, la fidélité à une boîte? Que devient la culture d'entreprise? Pour l'instant, on n'a pas de réponse à ça, et bien entendu, moi j'en ai pas non plus. Il y a des enjeux sur cette organisation qui sont de plusieurs nombres. Le premier, c'est un enjeu de modèle, au fond. Il va falloir inventer quel est le nouveau fonctionnement d'entreprise au fur et à mesure qu'on va intégrer ces technologies. Il y a un enjeu de cohésion. Je connais pas mal d'entreprises qui ont essayé des réseaux sociaux. Enfin non, c'est pas l'entreprise qui a essayé des réseaux sociaux. C'est des gens malins dans un service, dans une branche, dans une direction, dans un petit coin perdu où on les regardait pas. Et ils ont créé leurs réseaux sociaux. Il y a un enjeu de contenu. Parce qu'au fond, un réseau social, c'est tout et n'importe quoi, c'est une place publique. Donc qu'est-ce qu'on fait avec un réseau social? On peut informer, on peut former, on peut laisser les gens s'exprimer, on peut coopérer sur des sujets imposés, on peut coopérer sur des sujets au menu, et chacun choisit ce qu'il veut, on peut coopérer sur des sujets totalement libres proposés par les gens de la base. Il y a un cocktail également de contenu et de contributeurs. Et pareil, comme c'est une agora et un forum, le réseau social, on peut imaginer qu'il y a des contenus descendants de la direction où le patron s'exprime en majesté et s'adresse à tous pour indiquer la juste voie. Il y a des infos descendantes qui peuvent être sélectives, c'est-à-dire suivant votre niveau hiérarchique, votre métier, votre âge dans l'entreprise, le fait que vous êtes en CDI ou en CDD, vous ne recevrez pas le même picotin le matin dans votre écuelle. On peut imaginer qu'il y a des contenus sélectifs libres, c'est-à-dire qu'il y a un gros menu. Et puis moi, selon mes goûts, mes intérêts, mon envie de formation, je choisis ce que je veux qui m'arrive tous les matins dans ma gamelle. On peut imaginer qu'il y a des échanges d'infos horizontales. Et si on laisse les gens libres, c'est ça qui va se développer. Parce que la vraie réalité des réseaux sociaux privés, c'est le peer-to-peer. On n'a pas envie d'entendre parler les gens du dessus. On a envie de se parler entre nous, d'échanger entre nous, de se donner des coups de main entre nous, de se conseiller entre nous, etc. Et puis il y a le droit à l'expression. Mais le droit à l'expression, jusqu'où? Avec quel type de contrôle? Avec quel type de liberté? Etc. etc. L'idée de règles du jeu clairement définies, un peu réfléchies, même si elles sont souples et remises en cause tous les 6 mois ou tous les ans pour une évolution logique, c'est sans doute une donnée qui est relativement importante. Que devient dans ce cas-là véritablement le tissu humain de l'entreprise qu'on avait l'habitude de rassembler dans une boîte? Mais le troisième enjeu, et alors celui-là devient à mes yeux beaucoup plus important, il est de nature socio-culturelle, vous l'avez amorcé tout à l'heure, parce que tout ça, ce n'est pas un problème de technologie. Au fond, je dirais, et surtout lorsqu'on pense aux jeunes collaborateurs qui ont moins de 35 ans, la technologie ne les épate plus, elle ne les effraie plus, elle ne leur pose aucun problème, tout ça est d'une banalité absolument affligeante. Bref, c'est pas un problème ni positif ni négatif. Mais en revanche, avec eux, arrive une nouvelle culture, une nouvelle mentalité, une nouvelle civilisation. Et donc, ce qui va être bousculé,
c'est pas simplement les outils de travail. Qu'importe si c'est cette table qui me sert d'écran de télévision, on finira bien par s'y adapter. Mais en réalité, c'est la relation que je vais avoir avec ces machines, avec mon chef, etc., etc. C'est donc la psychologie des utilisateurs qui va se transformer. On pourrait dire, pour aller vite, que ceux que j'appelle les web users, c'est juste des utilisateurs. On va les trouver chez des plus de 35 et de 40 ans. C'est vous, c'est moi, pour un certain nombre d'entre vous, les autres non, pas du tout, bien sûr. Ils ont découvert Internet à l'état adulte, ces gens-là, ou grands adolescents. C'est-à-dire que leur manière de penser était déjà constituée, elle était déjà formée. Donc ils se sont adaptés à un nouvel outil. Et pour eux, c'est juste un outil technique, c'est un nouveau média, c'est un nouveau support, on passe du papier à l'écran, c'est pas très grave. En revanche, il y a les web natifs. Les web natifs, ils sont tombés tout petits dans le chaudron. Et donc, à 8 ans, 9 ans, 10 ans, ils ont commencé à jouer avec tout ce bazar-là. Et pour eux, donc, la technologie s'est à la fois totalement banalisée, y compris dans ce qu'on ne connaît pas aujourd'hui et qu'ils apprendront en 10 secondes, mais surtout, il y a une nouvelle manière de fonctionner qui s'est développée chez eux. Or, cette psychologie, elle est quasiment l'inverse de nos bonnes vieilles habitudes dans nos bonnes vieilles entreprises. Cette psychologie, c'est quoi? C'est, comme je l'ai dit déjà, Internet n'est pas une innovation, le numérique n'est pas excitant, le numérique n'est pas original, le numérique n'est pas ni effrayant, ni merveilleux. C'est juste un truc naturel, sa magie est naturelle. Pour eux, l'Internet n'est pas une technologie, c'est une nouvelle culture, une nouvelle communication. Pour eux, Internet, c'est pas un lieu de propriété. On le sait bien avec le piratage et tout ça. C'est un lieu de cueillette. Hein, c'est la pampa et vous cueillez ce qui se présente. Mais transférez ça dans l'entreprise. Secret d'information, information réservée à un niveau hiérarchique, à un métier, à un secteur, ça va poser des problèmes. Pour eux, Internet n'est pas clôturé, c'est un espace ouvert. Et ça, c'est important dans les réseaux sociaux. Et leur nouveau paradigme, si on va très vite, il n'y a pas de bonne décision s'ils n'en avaient pas le choix entre plusieurs solutions. Donc l'idée d'une pensée unique, d'une solution unique, d'un projet d'entreprise unique, ça ne marchera pas. Il n'y a pas de confiance, on ne donne pas sa confiance s'il n'y a pas de transparence. Pensez aux problèmes hiérarchiques que ça va poser. Il n'y a pas de conviction, par exemple pour un projet d'entreprise ou une mission, s'il n'y a pas pluralisme d'opinion autour, si on n'a pas eu des débats contradictoires autour. Il n'y a pas de mobilisation sans débat. Il n'y a pas de crédibilité d'un expert, d'un chef, d'un vieux plein d'expérience, si on n'a pas été confirmé pire to pire. C'est-à-dire si mes égos ne m'ont pas dit « ouais, tu peux le croire, il est bien, c'est vrai, ça ». Bon, donc il va y avoir un affaiblissement de l'autorité des anciens, des expérimentés, des experts, des savants, des diplômés, etc. Il n'y a pas de communication efficace et crédible, y compris en interne, s'il n'y a pas interactivité de communication, ce qu'on peut appeler dialogue si on est un peu poète. Il n'y a pas de fidélité à un groupe, une équipe, un chef, s'il n'y a pas collaboration. Mais c'est le mot co qui est important, hein, collaboration, pas obéissance. Collaboration, co-décision. Il n'y a pas de satisfaction, en dehors de l'argent, sans personnalisation. Il n'y a pas de fair play, c'est-à-dire je respecte les règles du jeu, je truande pas, etc., s'il n'y a pas véritable communauté. Bon. On est là devant ce qu'on appelle en sociologie un nouveau paradigme, une nouvelle logique de fonctionnement, une nouvelle psychologie et une nouvelle mentalité. Puis il y a un dernier enjeu, je terminerai avec ça, qui est un enjeu psychologique. Il y a cette nouvelle culture que j'ai évoquée, et à la limite, on peut se dire que dans toutes les entreprises, on va retrouver, à travers les jeunes, cette nouvelle culture. En revanche, il n'y a pas deux entreprises qui se ressemblent. Une entreprise, c'est un écosystème. C'est un écosystème humain qui dépend des pyramides d'âge, qui dépend de la répartition des sexes, qui dépend des métiers, du niveau de diplômé, qui dépend de la proportion qu'on a d'ingénieurs par rapport à la proportion de commerciaux, qui dépend de l'importance de la production par rapport à la recherche et développement. Bref, il y a donc bêtement, je dirais, des packages humains, des ensembles humains, qui vont plus ou moins bien réagir à l'introduction du numérique. On va parler donc de la faisabilité. Quelle est la faisabilité d'une innovation? La digitalisation de l'entreprise, c'est pas gagné d'avance. Les supporters, les meilleurs supporters pratiques, prêts à y aller dans l'innovation, c'était pas exactement ce qu'on attendait. Les femmes se sont montrées plus innovatrices que les hommes. Les 35-45 ans,
plus que les moins de 35 ans. Les tertiaires, plus que les ingénieurs. Et les marketeurs et les commerciaux, plus que les gens de la production. Ce n'est pas le stéréotype du jeune geek masculin qui apparaît comme le cheval de Troie le plus intéressant dans l'entreprise. C'est une génération un poil plus grande. C'est les femmes, peut-être parce qu'elles ont plus à gagner et moins à perdre que les mecs dans des histoires de pouvoir interne dans l'entreprise, etc. Troisième leçon qu'on a retirée, on commence à discerner des paquets d'innovations qui sont attractives ou répulsives. Très attractif, tout ce qui va être du partage de connaissances, du partage de savoir-faire, du partage de savoir, etc. Tout ce qui va être l'acquisition sans douleur d'une compétence supérieure. Par exemple, les traductions automatiques en réalité augmentée. C'est le rêve. Dire, vous n'apprenez plus le sanskrit, vous le lisez directement sur votre écran. En revanche, il y a des technologies qu'on a vues systématiquement inquiétantes. Par exemple, très fun pourtant, reconnaissance faciale. Ça fait peur. Alors, à tort ou à raison, peut-être que c'est... Et puis des choses ambiguës. Par exemple, ce fameux monitoring en réalité augmentée, qui sert à la fois de pédagogie rapide. C'est qu'il y a une tendance extrêmement lourde, qu'on n'attendait pas autant, qui pèse 61% en moyenne, mais 82% dans certaines entreprises, qui est la nécessité que derrière chaque innovation numérique qu'on va implanter, chaque usager perçoive un bénéfice personnel. Soit, demande numéro 1, un bénéfice de confort de travail, soit, demande numéro 2, en hiérarchie, un bénéfice de surqualification. En revanche, la crainte la plus forte, c'est la crainte de la déshumanisation. On a identifié 2 familles qui sont des innovateurs intéressés et enthousiastes, mais pour des raisons différentes et qui ont beaucoup de mal à collaborer entre elles. Il y a une famille on va dire, de technocrates qui, eux, sont persuadés qu'il faut aller vite vers le numérique, et tant pis si ça bouscule un peu les habitudes, et tant pis s'il y a des gens qui ont un peu peur, etc., parce qu'il y a des objectifs concurrentiels incontournables, et donc c'est la vision technocrate volontariste du bénéfice d'entreprise, et les humains suivront. On a une deuxième famille, tout aussi intéressée par le numérique, mais pour d'autres raisons, qu'on a appelées les boosters, qui sont en fait des gens qui s'intéressent à titre personnel. C'est des geeks dans la vie privée, et eux, ils transportent ça dans la vie professionnelle. Donc, ouais, c'est fun, c'est sensationnel, on va essayer des nouveaux trucs, etc. Donc, ils ont bien noté toutes les innovations qu'on leur proposait, je veux dire, sans faire beaucoup de discernement. Et surtout, ils ont du mal à se poser la question, est-ce que c'est vraiment ça dont la boîte a besoin ? Est-ce que c'est vraiment un outil de travail? Est-ce que pas simplement un gadget? Donc là, on a nos 2 familles d'innovateurs qui pèsent à peu près 62-63% dans l'ensemble de notre typologie. Puis on a 3 familles qui sont un peu plus réservées. On en a qui sont attentistes, bon, ça c'est classique. On en a 2 autres qui sont franchement pas négatifs, mais méfiants, et à qui il va falloir monter près de blanche. Et là aussi, il y a 2 attitudes qui sont tout à fait différentes. On va trouver dans certaines entreprises, il y a des entreprises où ça pèse 3%, et il y en a d'autres où ça pèse 50%, des gens qu'on a appelés les gatekeepers, les gardes-barrières, finalement, qui disent « Oh là là, faut pas faire n'importe quoi ». On ne va pas jeter une bonne vieille méthode qui marche pour aller essuyer les plâtres d'un truc qu'on n'a jamais vu fonctionner. On ne va pas s'asseoir sur l'expérience de 20 ans de boulot sous prétexte que des petits cinglés dans un garage ont inventé ceci ou cela qui serait censé faire mieux le boulot. Donc, mais fondamentalement, ils ont une inquiétude qui est une inquiétude sur leur pouvoir. Et puis on a une dernière famille qui est très 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 importante, notamment dans les populations de non-cadres, et qui, eux, sont animés essentiellement par ce que j'ai déjà évoqué, c'est-à-dire cette tendance, cette demande de dire « démontrez-moi que moi j'y ai un bénéfice » et que je ne suis pas simplement en danger. Et eux se font du souci en disant « est-ce que je ne vais pas être remplacé par des logiciels ou par des machines ?» Ils se font du souci pour leur qualification. Est-ce qu'elle ne va pas me déqualifier, au fond? Je ne suis plus qu'une marionnette au bout du fil. Est-ce que ça ne va pas me priver de liberté? Et il y a le mythe du Big Brother, il y a le flic, il y a le surveillant général, avec cette monitorisation permanente, surtout à partir du moment où on est en recense faciale, etc. Bon, voilà ce que je voulais évoquer avec vous. Ce dernier point me paraît très très important. Parce qu'au fond, la technologie,
Elle va se faire, on n'y échappera pas, et elle va s'adapter aux besoins des entreprises. L'organisation de l'entreprise, elle va s'adapter, elle va négocier avec la technologie, etc. Ce qui est le plus important, c'est quand même de se dire que, c'est ça presque, si j'avais un slogan à vous laisser, ça serait ça, c'est le numérique n'est pas de la technologie, c'est de la culture, c'est de la psychologie, c'est une nouvelle manière de penser, c'est une nouvelle manière d'agir, c'est une nouvelle manière d'entrer en relation avec les autres, c'est une nouvelle hiérarchie, c'est un nouveau style de gouvernance et d'autorité. Ce n'est plus l'univers des hiérarques et des chefs, c'est l'univers des leaders qui passent devant et qui sont des initiateurs. Comment est-ce qu'on va digérer cette nouvelle culture? On n'a pas le choix, hein. De toute façon, dans 10 ans ou 15 ans, la majorité de la population travaillant dans une entreprise viendra de ces générations, hein. Les autres, on aura dégagé. Donc, il va bien falloir faire avec. Et puis, cette dernière chose, qui est de se dire, asseyons-nous 5 minutes et essayons de réfléchir dans notre entreprise, quel est le taux d'acceptabilité? Quel est l'indice, au fond, moyen d'acceptabilité de telle ou telle innovation? Et ces familles que j'ai rapidement évoquées là, elles pèsent combien, au fond, chez nous? Et avec qui on va pouvoir jouer, à la fois en essayant d'atténuer les inquiétudes quand il y a des inquiétudes, et de bien utiliser les motivations quand il y a des motivations.